Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Eh bien, aujourd'hui, c'est samedi, le 27 octobre 2018. Nous sommes très contents d'être encore là pour faire l'analyse sur la situation politique en RDC aujourd'hui, les FCC, la famille politique chère à Lambert Mende, à Henri Mouva-Sakanya, à Joseph Kabila, Zoé Kabila, à Bruno Chibala. Et je disais que cette famille, ils sont déjà au stade. Euh, Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai, pour un grand meeting. Les premières informations que nous avons, c'est que ils ont mis à la disposition du public des moyens de transport. Voilà. Et nous allons en parler, mais c'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Chers amis qui se sont déjà connectés, il y a Cynthia Bolengue, il y a JNFB Bondekwe, Marianne Massamba, Frazimbouyi, Poté Baouli Bofunda, Nicole Mutakataka qui me dit bonjour, je dis bonjour. Il y a Chilo Boyezu qui dit bonjour Anglo Congo, je dis bonjour. Edo Kapson, debout congolais. Mon frère Poté Baouli Bofunda qui me dit bonjour Anglo Congo, je lui retourne les salutations les plus fraternelles. Edo Kapson, debout congolais, il dit Losako. J'ai dit Losako à toi aussi. Je voulais répondre avec un proverbe, mais je réserve ça. Peut-être que tu ne vas pas comprendre dans la langue que je vais utiliser. Dibata Imwana, Sergio Miguel Bouka qui me dit bonjour. Je dis bonjour. Albert Moukoy. Voilà, vous êtes déjà là, plus de 10 personnes, et on peut partir pour notre analyse. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, au stade du 20 mai à Kinshasa, les FCC s'est donné un grand rendez-vous. C'est la première, j'allais dire, grande manifestation, grand meeting du FCC depuis la désignation du célèbre dauphin de Joseph Kabila. J'ai cité messieurs Emmanuel Shadari. C'est en tout cas un premier grand rendez-vous de la famille politique de Joseph Kabila. Et ce meeting arrive un jour après la marche de l'opposition à travers le pays. Donc, la scène politique à RDC est en pleine ébullition. Les jours à venir seront très intéressants. Mais, froidement, faisons l'analyse. Froidement, voyons un peu l'avenir. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai titré l'émission d'aujourd'hui après le 23 décembre 2018. 3 points d'interrogation. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça ce qui nous intéresse. Hein? Est-ce que Kabila sera là? Est-ce que ça sera Shadari? Est-ce que ça sera Félix Tshisekedi qui sera président? Est-ce que ça sera Vital Kamerhe? Est-ce que ça sera Fayoulou? Est-ce que ça sera Monsieur Matungulu? Est-ce que même ça sera quelqu'un d'autre, un oiseau rare? Est-ce que ça sera Maria Massamba qui sera là? Est-ce que ça sera Poté Baouli Bofunda? On ne sait jamais parce qu'en RDC, souvenez-vous, pendant la conférence nationale, personne n'avait pensé à Mouzé Laurent Désiré Kabila, personne n'avait cru qu'à, je ne sais pas, appeler ça rébellion et agression de pays étrangers, ils viendront changer les paysages politiques. On n'avait pas vu ces gens-là. Donc, tout peut arriver. Nous parlons des gens que nous connaissons, mais tout peut arriver à n'importe quel moment. Hein? Il y a des outsiders, des gens qui sont là, qui ne sont pas connus. Hein? Est-ce que ça sera Mukwege? Est-ce que ça sera Laurent Désiré, qu'est-ce que j'ai dit, Laurent Passigna? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur l'avenir de la RDC? Et ça, c'est malheureusement aussi la particularité de notre pays, c'est que j'allais dire, on navigue comme ça, hein, sans savoir où est-ce que l'on va. Hein, et puis bon, l'histoire peut faire que quelqu'un surgit
il prend les choses. Je ne suis pas en train de prophétiser, c'est une possibilité, ça s'est déjà fait dans le passé. Parce que même après pendant l'indépendance, en tout cas Mobutu, pendant la période, comment dirais-je, à la table ronde, il n'était pas un acteur politique majeur. Personne ne l'a vu venir au pouvoir. Mais c'est l'homme, hein, dans l'histoire de la RDC, donc après l'indépendance, c'est l'homme qui va jouer le plus grand rôle jusqu'ici que personne d'autre n'a joué. C'est Joseph Désiré Mobutu. Mais quand vous rentrez dans l'histoire, quand vous regardez les acteurs politiques à l'époque, avant l'indépendance, en tout cas, personne ne pouvait prédire que M. Joseph Kabila jouerait un tel rôle. Donc, l'avenir nous réserve des surprises et nous sommes là pour analyser. Nous l'avons toujours dit, l'analyse n'est pas une polémique. C'est un exercice intellectuel, hein, qui consiste à faciliter la compréhension des choses complexes en essayant de les démonter élément par élément pour en fait comprendre le fonctionnement global d'un phénomène, quoi. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. Et en plus, ce n'est pas une prophétie, parce que dans l'analyse, on ne s'arrête pas là. Nous sondons l'histoire, le passé, le présent et l'avenir, et nous essayons, enfin quand je dis sonder l'avenir, c'est-à-dire nous essayons de projeter dans l'avenir, hein, ce qui pourrait arriver en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui et du passé. Donc, ce n'est pas de la prophétie, c'est une analyse. Et ce n'est pas la polémique, hein, comme polémique des Congolais que nous connaissons, des musiciens, machin. Non, ce n'est pas ça. L'analyse, ce n'est pas la polémique. Hier, quelqu'un m'a dit, tu dois être neutre. Bon, je ne sais pas, neutralité par rapport à qui. Si l'analyse devient neutre, à mon humble avis, on doit définir neutre par rapport à qui. Neutre par rapport aux faits, non. Les faits dans l'analyse sont très sacrés. Donc, par rapport aux faits, je ne peux pas être neutre. Si, par exemple, aujourd'hui, le FCC fait plein dans les stades, ils donnent un message, je ne peux pas nier ça, c'est un fait. Si l'opposition, que j'aime aussi bien, fait sa marche et que ce n'est pas une réussite, eh ben, c'est avec beaucoup de regrets que je vais dire quand même la vérité, que ce n'était pas une réussite, c'était un échec. Il n'y a pas, quand on dit ça, on n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas pour quelqu'un, ce sont les faits et nous mettons nos sentiments à part et nous disons ce qu'il y a. Alors, le 23 décembre 2018, c'est dans peu de temps. Mais qui sait ce qu'un jour peut affronter. Donc, d'ici le 23 décembre, quelque chose peut arriver. Le 23 décembre, qu'est-ce qu'il y aura après? Est-ce qu'on aura Kabila toujours au pouvoir? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Mais pour qu'on en parle, parce que cette date, elle est devenue célèbre, parce que c'est la date où le souverain primaire, donc le peuple congolais qui a tant souffert, doit aller aux urnes se choisir des nouveaux dirigeants, y compris les chefs de l'État, pour leur donner le mandat afin que ces derniers puissent diriger le pays. J'ai un élément, parce que dans l'analyse, nous recourons aussi à ce que font les autres. Il y a un élément audio ici, des RFI, que j'ai trouvé très, très intéressant, très édifiant. C'est fait par Florence Maurice, qui est l'envoyée spéciale, bien la correspondante des RFI en RDC depuis un certain temps. Elle a fait un reportage, j'allais dire, enfin, qui est à la fois comme une petite étude sur la CENI, hein, les incohérences de la CENI. Alors, par rapport à cet élément, nous tous, nous allons voir si réellement Kabila a l'intention d'organiser les élections. Et si demander que les machines à voter soient écartées, les fichiers corrompus soient nettoyés, comme on dit chez nous, si c'est opportun par rapport à la réalité. Et de voir aussi si c'est vraiment opportun
si c'est bon pour l'UDPS, si c'est stratégique, de demander qu'on aille aux élections avec ou sans machine à voter. Ça, ce n'est pas moi, ça c'est une Française qui, depuis un certain temps, depuis le départ de Sonia Rollet, elle est venue, elle a pu entrer en contact avec beaucoup de gens, c'est elle qui avait interviewé Kengo, c'est elle qui avait interviewé beaucoup d'acteurs politiques, donc elle a mis le temps pour comprendre le paysage politique, les acteurs, alors elle a fait cette petite étude et nous allons tous suivre ça, donc suivons attentivement parce que ça sera important pour la suite des questions et des commentaires. Suivons tous. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, je crois. Et tout de suite, l'épreuve des faits. Ce soir, intéressons-nous aux préparatifs des élections en RDC, prévues en décembre, plus précisément à la communication de la CENI, qui est la commission électorale. Alors, chaque jour, ou presque, cette commission communique pour convaincre les Congolais que tout va bien. Le problème, c'est que cette commission souffre d'incohérences et peine à rassurer. Comme le dit cet homme rencontré ce matin dans les rues de Kinshasa, où s'est déroulée une manifestation à l'appel de plusieurs partis d'opposition. Aujourd'hui, la CENI n'est plus une commission indépendante, mais c'est une commission qui travaille pour faire plaisir à Kabila et à ses acolytes. Nous voulons des élections crédibles et transparentes. C'est ce que le peuple demande. Les individus ne peuvent pas prendre un processus électoral en annotage. Ce n'est pas normal. Florence Maurice, vous êtes en ligne du Congo, où vous êtes penché sur cette communication abondante de la CENI et vous avez constaté un certain flou. Et oui, intéressons-nous d'abord à l'acheminement des quelques 100 000 machines à voter nécessaires à ce vote, qui sont produites en Corée du Sud. Arriveront-elles à temps en RDC? Beaucoup se posent la question et pour cause. Le 12 juin dernier, la CENI annonçait l'arrivée d'environ 30 000 machines par mois entre juillet et fin septembre, date à laquelle toutes ces machines auraient dû être en RDC. La Commission a ensuite annoncé pour septembre l'arrivée seulement d'un premier lot de 35 000 machines. On était déjà très en dessous des prévisions. Finalement, ce premier lot n'est arrivé que le 6 octobre, avec, surprise, un peu moins de 20 000 machines. Et ce n'est pas tout. Si on cumule les annonces successives de la CENI à propos de ces machines qui auraient quitté la Corée du Sud, le total dépasse le nombre de machines commandées. On constate un flou similaire pour le reste du matériel électoral. Un exemple, la CENI assure que tout est arrivé. La semaine dernière, un communiqué évoquait 111 containers réceptionnés en RDC. Mais si l'on regarde le détail de où se trouveraient ces conteneurs dans le pays, eh bien le compte n'y est pas. Alors à tout cela, que répond la CENI? La commission électorale n'avance pas véritablement d'explications ou alors contradictoires et se contente souvent, de plus souvent d'annoncer de nouvelles dates. Aujourd'hui, elle dit par exemple que toutes les machines arriveront finalement le 5 novembre, mais comme elle ne communique plus avec ses partenaires traditionnels comme la MONUSCO, eh bien ces informations sont très difficiles à vérifier. Des incohérences donc, Florence, vous en avez relevé également sur l'utilisation de la machine à voter, hein. Oui, autre sujet qui fâche à propos de cette machine, comment faire pour que tout le monde puisse voter dans les temps avec cet outil que les Congolais ne connaissent pas. La CENI a toujours affirmé qu'une minute suffisait à chaque électeur pour voter, mais sans en apporter la preuve. Or, les experts estiment que c'est irréaliste et qu'en l'état actuel des choses, une journée de vote ne suffira pas à faire voter tout le monde. Ces experts réclament donc depuis des mois un test grandeur nature, en vain. Mais mercredi dernier, surprise, on apprend dans une des nombreuses dépêches de la CENI qu'une simulation a été effectuée au grand marché de Kinshasa sans observateurs indépendants, donc a priori, et que, résultat des courses, le temps moyen pour voter est bien de 57 secondes par votant. Problème, les chiffres donnés par la CENI sont incohérents. Elle annonce 314 votants qui ont testé la machine pendant 3 heures, ce qui ferait selon elle 57 secondes par votant. Or, si on refait le calcul, on arrive à 5 heures de vote et non 3 heures, c'est donc incohérent. Il semble qu'il y aurait eu une confusion, ce serait non pas 57 secondes, mais 0,57 minutes, soit 34 secondes, ce qui semble improbable aux yeux des experts. Bref, difficile d'y voir clair et interrogé à propos de cet imbroglio, le responsable de la communication de la CENI a estimé qu'il avait, je cite, d'autres chats à fouetter que de répondre à ces questions. Et on pourrait multiplier les exemples. Samedi dernier, une cérémonie de présentation des moyens logistiques de la commission était annoncée. Elle devait notamment présenter les hélicoptères
hélicoptères qui doivent acheminer le matériel. Et finalement, cette cérémonie a été annulée sans explication. Alors, au bout du compte, la société civile, l'opposition, les experts en matière électorale s'inquiètent et dénoncent encore un manque de transparence à 2 mois du scrutin. Et oui, on se demande s'ils se prennent les pieds dans le tapis ou qu'ils entretiennent sciemment le flou, s'interroge un expert électoral qui suit de près ces dossiers. Et ce qui frappe tous ces observateurs, c'est le décalage entre la surcommunication de la CENI et la qualité des informations reçues. Et bien évidemment, Florence Maurice, vous suivez tout cela pour Radio France Internationale. Je rappelle que vous étiez en ligne de Kinshasa pour RFI. Voilà, donc vous venez là de suivre la correspondante de RFI à Kinshasa, Florence Maurice, qui a relevé beaucoup d'incohérences dans la communication de la CENI. Elle a donné un certain nombre de chiffres qui sont très intéressants et ceci peut nous permettre de savoir si réellement la CENI est prête à organiser comme certainement les gens des FCC vont le dire aujourd'hui, si la CENI est prête à organiser les élections le 23 décembre. Alors, je relève avec vous, comme elle a dit, donc au mois de juin, on attendait un lot de machines à voter. Finalement, ces machines vont arriver, pas d'abord en nombre prévu, de 35 000, mais ça arrive 12 000, et cela arrive plus tard au mois d'octobre. On avait dit juin, et puis septembre, finalement, c'est arrivé au mois d'octobre. Elle relève aussi que la CENI, qui avait promis de faire la simulation, donc tester les machines en présence de tout le monde, et tout ça pour qu'on voit. Vous savez, Jean-Pierre Mbemba avait relevé que quand il avait visité quand il était parti déposer sa candidature, il avait fait quelque chose de très important, c'était d'expérimenter la machine à voter avec Nanga, et il avait relevé que Nanga, les temps qu'il donnait, que prendrait une opération de vote pour un électeur, ne correspondait pas au temps que lui, Jean-Pierre Mbemba, a mis en présence de Nanga pour finalement faire toute l'opération. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, moi j'appelle ça karma, beaucoup de mensonges là-dessus. Alors, maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec ce que vient de dire la correspondante de RFI, nous nous rendons compte, et nous l'avions dit nous en Congo, que les machines à voter qui sont présentes en ce moment au Congo, représentaient à peu près, d'après notre chiffre en ce temps-là, quelqu'un m'avait posé la question, j'avais osé de dire 35%, mais nous nous rendons compte que c'est même en dessous des 35%. Parce que nous attendons 106 000 machines à voter qui doivent arriver en RDC et être déployées partout à travers le pays dans les bureaux de vote. Or, nous l'avions dit, un navire qui quitte Séoul pour Kinshasa, il vous fait 65 jours. Ça, c'est c'est un peu approximatif, ça peut prendre plus de jours, tout dépendra aussi de, comment j'allais dire, de weather, donc des conditions. Par exemple, s'il y a des fortes vagues, si le vent, le navire est en train de naviguer contre le vent, ça peut retarder l'arrivée des navires peut-être d'1 ou de 2 jours. Alors, mais prenons 65 jours. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à peu près 54 jours des élections. Donc, vous voyez, les déficits continuent à grandir et on n'a pas tout ce qu'on veut. Alors, ici, comme je l'ai dit l'autre fois, ce que dit l'UDPS et ce que dit l'autre force de l'opposition, en fait, c'est une divergence. Et s'ils avaient mis en place une équipe de stratégie, et s'ils avaient échangé des données comme il se doit, je répète ça parce que c'est malheureux qu'on ait des opposants qui sont là, qui ont des partis politiques, parce que chaque parti politique doit avoir un bureau d'études.
Bureau d'études et de stratégie. Alors, c'est quand même bizarre que ces responsables se mettent ensemble, qui n'arrivent pas à dire si le 23, il y aura élection ou pas. Parce que s'ils avaient une équipe qu'ils ont mis ensemble en place, ils allaient parler le même langage. Ils arriveraient à la même conclusion. Et ils nous épargneraient cette divergence qui est devenue comme une sorte de division, bien qu'ils essaient de recoller les morceaux. Mais nous savons que ce n'est pas un secret, il y avait aussi un agenda derrière. Ces retards de la CENI étaient bien suivis par certains opposants qui voyaient dans cette affaire une aubaine pour finalement s'engager en dialogue avec Kabila. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer que cette attente-là, ou bien un tel arrangement ne marchera plus. Parce que ça n'a pas fait long feu sur le plan diplomatique. Donc, et particulièrement aux États-Unis, je vous donne là l'information, ce n'est pas ça ce que les Américains attendent. C'est pour cela qu'ils ont gardé le silence. Pour eux, c'est le 23. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire le 23? Ils ne disent absolument rien. Mais pour eux, Kabila avait pris l'engagement, Nang avait pris l'engagement pour le 23. C'est une information que je vous donne. Donnons-nous rendez-vous dans les jours à venir. Ils vont eux-mêmes parler de ça. Alors, maintenant, dans cette situation-là, qu'est-ce que Kabila cherche? Comme beaucoup l'ont dit, il cherche à partager la responsabilité avec certains opposants. Heureusement, ça n'a pas marché. Je ne dis pas tous les opposants. Même ceux qui ne sont pas avec l'IDPS, il y en a qui n'étaient pas dans cet arrangement. Pour eux, et c'est légitime, qui demandent que les machines à voter soient écartées, qui demandent que le fichier corrompu, qui soit débarrassé des fictifs qui sont là, qui sont à peu près 10 millions. C'est légitime. Cela répond à l'exigence de la transparence et de la crédibilité des élections. Mais maintenant, pendant qu'ils demandent comme ça, le pouvoir n'a même pas ces machines suffisamment dans le pays. Vous venez de suivre cette dame, je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus. Elle donne l'exemple, elle dit, la CENI qui avait promis de faire l'assimilation devant tout le monde, elle va faire ça, on apprend. Ils ont seulement appris par après que non, ça a été fait au grand marché, sans témoin. Et là-bas, ils ont dit que pour qu'une personne vote, cela a pris 57 secondes. Mettons 60 secondes, c'est qu'une minute. Mais en réalité, quand on a vérifié, c'était 57 minutes. Au lieu de 57 secondes. Donc, si nous arrondissons ici avec 57 minutes, essayons un peu d'exagérer, ça vous fait déjà, disons carrément, 60 minutes. Donc, tout ça, ça prouve que la CENI, comme l'avait dit l'ONG américaine de Saint-Louis, le problème, moi personnellement, l'une des raisons pour laquelle j'ai fait les analyses sur les réseaux sociaux, c'est parce que dans les réseaux sociaux, on est en train de gaver les gens avec des mensonges. Finalement, c'est la fausse, l'analyse que les gens peuvent faire. Les gens ils ne lisent pas, ils ne font pas de recherches, ils viennent, ce qu'ils entendent, Nanga lobby boy, IDPS lobby boy, Ensemble lobby boy, Bata FCC lobby boy. Non. Au-delà de ce que tous ces gens-là disent, il faut absolument chercher à connaître où est la vérité. Elle a dit qu'il y a un décalage communicationnel entre ce que la CENI dit, elle parle même de la surcommunication, entre ce que la CENI dit et la réalité sur le terrain. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre fois que c'était une distraction, c'est quelque chose de bien étudié. Les débats sur les machines à voter étaient légitimes. Mais à un moment donné, compte tenu de la situation réelle sur le terrain, ces débats-là étaient devenus une distraction
Et la CENI a focalisé avec le pouvoir en place l'attention déjà sur les machines à voter et les fichiers pendant qu'ils étaient en train de faciliter un glissement. Quand je parle de glissement ici, c'est-à-dire de retarder les choses, et déjà les contacts étaient pris pour que les gens puissent dialoguer. Je vous dis, les contacts étaient pris. Donc, c'était quelque chose de très bien étudié pour dévier l'opinion d'une réalité qui était là. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé dans l'opposition, quand nous regardons avec le recul des temps, nous disons que c'est bien qu'il y ait cette divergence. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde s'est réveillé, tout le monde comprend que, ah non, on est en train de nous distraire. Où sont les machines à voter? Et le fille vient de parler. Peut-être quand nous nous disons, comme on est congolais, bon, les gens diront, ah, on a la partie pris, ou bien pose. Souvent, nul n'est prophète chez lui, comme on est congolais, on ne croit pas. Mais ça, c'est RFI. Donc, la CENI, même et sans machine à voter, la CENI n'est pas prête à organiser les élections. Je reprends encore, avec ou sans machine à voter, la CENI n'est pas prête à organiser les... Voilà pourquoi le secrétaire général de l'UDPS, et c'est là où je partage, vous savez, quand c'est un parti qui fait une bonne analyse, peu importe ce que quelqu'un va ressentir, mon problème, je regarde les fonds de ce qu'ils disent par rapport à une question. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Dr Eteni, au micro sur le plateau de Kibambi Chutois et sur TV5. Il dit quoi? Il dit Kabila ne va pas organiser les élections. C'est pour cela que nous voulons, les termes qu'il a dit, nous voulons les coincer. Nous voulons que le 23 décembre, je suis en train de les paraphraser, que tout le monde se rende compte que le 23 décembre, il n'y aura pas élection. Donc ne perdons pas le temps de dire fichier, de dire machine à voter. Bon, ça, tant mieux. Si on écarte les machines à voter, tant mieux. Mais même si on les écartait, mais est-ce que ces gens-là sont prêts à organiser les élections? Parce qu'il n'y a pas que les machines à voter. On a parlé d'autres matériels que la CENI devrait déployer. Vous avez suivi. Les jours où on devrait présenter les hélicoptères et les autres engins pour le transport, finalement, les rendez-vous ont été annulés. On va nous balancer sur Facebook des hélicoptères dans un hangar. Je commence à me dire ça encore, c'est de la supercherie. Peut-être que ce n'est même pas un RDC. Parce que je ne vois pas un RDC monter les hélicoptères. Je ne minimise pas les Congolais, mais en tout cas, les techniciens qui peuvent faire un tel travail sont certainement dans d'autres pays des Congolais. Donc, c'est une grande supercherie, une autre imposture que nous sommes en train de vivre. En réalité, la stratégie du côté du pouvoir, pendant que les débats sur machine à voter, qu'on l'utilise d'ailleurs pour justifier les dialogues. Et je peux vous dire que cette affaire de dialogue a été tuée dans l'œuf. On était à 2 doigts qu'il y ait un dialogue. Et Kabila, il espérait parce qu'il allait avoir les glissements. Donc, aujourd'hui, on n'a plus à se diviser là-dessus. C'est un fait. C'est un fait. Et les faits n'ont pas de couleur. Les faits n'ont pas de couleur. Ça, c'est la vérité. Ces gens-là ont cherché un dialogue pour prolonger, pour que Kabila se maintienne au pouvoir. Donc, avec machine à voter ou pas, avec un dauphin ou pas, Kabila est resté dans la logique de rester au pouvoir. Voilà. Je ne saurais pas dire plus que ce que j'ai dit pour me faire comprendre. Donc, c'est clair et je pense qu'au niveau de l'opposition, ils vont faire un effort de regarder seulement les faits. Les faits sont importants. Parce que le problème, ce n'est pas ça sort. C'est que quelqu'un dit la vérité. Il ne faut pas regarder la bouche de quelqu'un. Non, tu regardes est-ce que ce que quelqu'un dit est vrai. Et s'ils avaient une structure, je leur ai dit encore, des communications,
eh ben, il serait arrivé, en tout cas une bonne partie serait arrivée à la conclusion que non, nous ne pouvons pas craindre ces élections qui n'existent pas. J'ai parlé de l'autre jour de l'épouvantail. Et ils sont en train de multiplier, au-delà de ça, de créer des foyers de tension inutilement. L'affaire des cadres du FCC qu'on a, Lambert Mende et puis les PDG de la SNEL à Toun, hein, les tirs que leurs résidents ont subis. Mais c'est tout simplement, c'est une fuite en avant. C'est pour que demain, si on tire sur un opposant, qu'on dise « Ah non, l'insécurité, c'est pour tout le monde ». C'est ça, en fait, la réalité. C'est pour que demain, si on commence à tuer les gens, qu'on dise « Ah non, l'insécurité, c'est pour tout le monde, personne n'est épargné, y compris les cas de l'IFCC ». Bon, nous attendons les enquêtes. Si on va mettre la main sur... La mère Mende a dit que non, ils sont déjà sur une piste. Ça sera une énième enquête que la mère Mende annonce. Donc, on va voir. Et peut-être il faut même arrêter des gens, mais ça serait juste de la farce. Ça serait de la farce. Donc, voilà, en réalité, sans prendre beaucoup de temps. C'est ça l'essentiel de mon analyse aujourd'hui. C'est de la farce. Kabila est en train de rouler tout le monde dans la farine. Et heureusement, il y a des gens qui ont dit machine on a voté Zawab. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent faire la politique sans renseignement. Il faut arrêter. On peut bien les appeler, je ne dis pas tous, on peut bien appeler tous ces gens-là opposants, je veux bien. Mais quand vous n'avez pas de structure de renseignement, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un parti politique doit être à la chasse des vraies informations. Pas seulement venir sur les réseaux sociaux. Non. Les autres, ceux qui étaient informés, ceux qui voulaient s'engager dans les dialogues, ils étaient informés. Ceux qui ont dénoncé aussi, ils étaient informés. Mais les autres là, les petits partis politiques, les autres là, beaucoup n'étaient pas informés, ou bien alors, ils étaient informés, mais comme ils savent qu'ils ne vont pas gagner les élections, pour eux, l'essentiel qui est un partage des pouvoirs, hein, comme ça, ils vont se mettre de l'argent dans des poches. Aujourd'hui, cette affaire est enterrée. Et puis, au niveau des leaders politiques de l'opposition, c'est une information, il y a, en tout cas, on est en train de recoller les morceaux. Hein. Il n'y a pas l'histoire des transitions, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, je peux vous dire que nous nous approchons d'une possible, hein, d'une petite transition sans Kabila. Retenez mes mots. Petite transition sans Kabila. À moins que Atumbanda Gouana Seni, Atumba matériel, Atumba, oui. Mais sans quoi, s'il laisse le travail qu'a fait Nanga, un travail qui nous a beaucoup coûté en termes de temps, s'il laisse ce travail-là jusqu'au 23, et si la situation sécuritaire s'améliore, nous pourrons aller dans une petite transition sans Kabila. Dans peu de jours, je peux vous donner à peu près les profils de celui qui pourrait diriger cette transition-là. Je vous en dirai plus. Alors, une très courte transition sans Kabila. C'est pour cela, certainement, j'apprends, je n'ai pas encore vérifié. Ah non, bah, conteneur et quoi, ce qui n'a maille. Bon, je n'ai pas vu ça je n'ai pas eu ça d'une source sûre, mais il y a des gens qui m'ont dit, ah non, Radio Kapi en a parlé. Moi, je n'ai pas vu ça sur le site de Radio Kapi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, ils vont multiplier des raisons pour justifier les reports. Est-ce que pour un autre dialogue, c'est devenu compliqué? À vrai dire, c'est devenu compliqué pour Kabila. Il est tombé dans son piège et dans les jours à venir, l'opposition va clairement parler le même langage et c'est-à-dire l'étau va se resserrer sur Kabila. Candidature unique, oui, les jours à venir, on a parlé du 15 novembre, mais je prends ça comme une date qu'on a annoncée.
Mais il y aura en tout cas des concertations sérieuses pour... D'ailleurs, les discussions en privé sont déjà très avancées entre les différentes parties prenantes. Elles sont très avancées, mais il faut trouver essayer un peu de mettre tout le monde d'accord dans la mesure du possible. Il pourrait y avoir des mécontents que le pouvoir pourra récupérer dans l'opposition. Croyez-moi, cette affaire de candidature commune, elle est très délicate, elle peut diviser l'opposition. Et elle est aussi à la base un peu de ce qu'on a vu. Il n'y a pas seulement l'affaire du dialogue, mais ça aussi, ça jouait. Donc, elle pourra, si on ne fait pas attention, ça peut diviser l'opposition. Déjà, ceux qui sont au pouvoir, Kabila lui-même, il avait du mal à désigner un dauphin. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Même s'il savait que c'était un dauphin de façade, mais il ne voulait pas le faire avant. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça peut diviser sa famille politique. Et c'est pareil pour l'opposition. C'est pareil. Mais les discussions en privé sont très avancées dans les réseaux sociaux. Nous ne disons pas tout, mais nous donnons les hints, comme on dit en anglais. Parce qu'il y a des choses que nous, Anglo-Congo, nous avions annoncées sur base d'analyse. Nous avons dit, en observant ça, voilà ce qui pourrait probablement arriver. Nous avons même dit que bon, j'ai dit, écoutez, l'Occident va faire la suite des choses avec ceux qui sont parmi ceux qui sont restés dans la course du côté de l'opposition. Les gens, il y en avait qui comprenaient, d'autres qui ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, il y a tout. On est en train de gaver les gens avec des mensonges. Il y a des gens qui ont beaucoup de vues, mais qui sont en fait, qui sont en train d'embrouiller l'opinion. Heureusement que petit à petit, les gens commencent à se rendre compte que banani bazoya pour bazoya ba vu et comme wenze ici ka bateka ka ngombe to basala ka tombola kota et ils n'ont même plus le temps de ya koluka osala ba recherche consulter ma vraie source ba temps on a été pour na bango kaka comment entretenir ba vie basi bazoana et puis bon voilà. Voilà l'essentiel. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, il y en a déjà. Oh, Wanji. Bon, je vais voir qui. Jean-Claude Makeng dit, salut et paix chez vous. Ah, merci, ça sont les salutations. Merci beaucoup. Mon beau-frère Oscar Owanji me dit, bon, il ne faut pas croire, quand je dis beau-frère, il ne faut pas non. Beau-frère par son nom. Je vois que Aza, c'est mec. Bah, c'est mec, il faut qu'on aurait. Bon, ça, c'était pour amuser un peu la galerie. Alors, il y a qui ici? Franck Loukebadio. Bonjour Franck, vous me saluez. Alors, Oscar dit, à propos de la neutralité de tes analyses, les quotidiens le plus célèbre de la France, à savoir le journal Le Monde, est un journal qui n'a jamais caché ses sympathies de gauche. Le Figaro, le journal le plus lu, lui classé à droite, aux ISA, les quotidiens prennent couramment position et appellent à voter en faveur de tel ou tel candidat lors de l'élection présidentielle. Donc, en démocratie, même des journalistes professionnels peuvent avoir une opinion. Donc, cher frère, tu n'as nullement besoin d'adopter une quelconque posture défensive en cette matière de neutralité. L'essentiel, c'est ta propre conscience. Donc, come on. Yeah. Merci pour l'encouragement. Moi, mon problème, moi je me considère comme, avec les amis qui m'aident, comme un petit think tank, un mini think tank. Donc, nous nous mettons, nous réfléchissons. Moi, je ne viens que dire ce que nous avons analysé à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont en ligne ici parfois, que je consulte. Je dis, bon, mon frère, il y a cette situation. Quelle est ton opinion? Quel est ton point de vue? Et il y a des gens qui me donnent des idées très pertinentes. Alors, je les intègre dans mes analyses et je viens vous donner ça. C'est ça. Ce n'est pas un travail. Peut-être je le fais en solo parce que je vous parle, mais de plus en plus, il y a la contribution de beaucoup de gens qui me consultent et pour que nous puissions faire cette analyse.
Alors, moi, je me dis que Kabila sait qu'il va partir. C'est pour cela nous sommes en train de vivre une sorte d'accélération de massacre de nos frères, de nos compatriotes, frères et sœurs, surtout des Nandés dans le Nord Kivu. C'est un schéma qu'on est en train d'accélérer avant son départ pour que le pouvoir qui viendra après soit mis devant un fait accompli. Et certainement, certains pays voisins vont essayer d'exploiter cette situation après Kabila. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, parce que si vous regardez ces derniers temps, même à l'abattoir, ce n'est pas comme ça. Donc, voilà. Alors, nous souhaitons qu'au niveau de l'opposition, sans forcément être amis, mais qu'ils soient des alliés, qui travaillent dans l'objectivité, parce que maintenant, les schémas de dialogue, et c'est baby, il faut le dire clairement, alors, ils doivent serrer, parce qu'ils doivent faire le repositionnement, aller dans les nouveaux schémas, que je vous dis, qui est probable, c'est une petite transition sans Kabila. Bon, comment cela va arriver, ça je ne sais pas. Parce que quand j'avais eu l'information du dialogue, qu'il y avait un autre dialogue qui pointait à l'horizon, j'avais posé la question à ma source. J'ai dit, mais quel sera le sort des Kabila? Honnêtement, je n'avais pas eu la réponse claire, mais on m'avait dit que eux-mêmes, ceux qui les soutiennent, vont s'occuper dans les Kambunaï. Voilà, c'est ça la réponse qu'on m'avait donnée. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous, à moins qu'il y ait un changement de sa part, un changement fondamental dans le processus électoral, mais il est fort probable que nous allions dans une transition sans Kabila. Je vous fais remarquer, cela est passé un peu inaperçu pour beaucoup de gens. L'exécutif ODA, signé et publié par le président Donald Trump, en fait, il a reconduit celui d'Obama. Ce n'est pas un hasard pendant ce temps. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de la RDC, fondamentalement, n'a pas changé. L'implication de cela veut dire quoi? Veut dire que les sanctions, vous savez, les gens de Kabila, et certainement sous son impulsion pour prendre leur terme, ils avaient initié des démarches avec leurs avocats au niveau de l'Occident, particulièrement en Europe, pour que les sanctions soient levées. Maintenant que les États-Unis ont publié cet exécutif ODA, la conséquence c'est quoi? C'est-à-dire que ces sanctions-là, certainement ne seront pas levées. Parce que la situation n'a pas changé. Pourquoi va-t-on lever les sanctions? Les sanctions pouvaient être levées s'il y avait eu dialogue. Et d'ailleurs, vous aurez constaté pendant ce temps, quand il y avait possibilité de dialogue, c'est comme ça que ces avocats poussaient. Il a dit que les sanctions étaient injustes. Il a même dit à Charles Michel que les sanctions étaient injustes et que la Belgique devait voir pour comment qu'on puisse lever ces sanctions. Ça, c'était dans l'esprit qu'il y aurait un dialogue, mais maintenant, avec les États-Unis viennent donner le temps maintenant. On ne va pas lever les sanctions. Par contre, je crains qu'on puisse ajouter des sanctions. Cela veut dire que la politique des États-Unis est restée la même. L'ambassadeur américain nouvellement nommé, l'ambassadeur américain RDC nouvellement nommé, est arrivé à Kinshasa. Je crois il va commencer à parler quand il aura présenté ses lettres de créance à Kabila. J'imagine que Kabila va les faire traîner un peu. Question de ne pas lui permettre qu'il soit très actif, mais il finira par recevoir ses lettres de créance. S'il ne le fait pas, on pourra certainement, il y aura des mesures de rétention, donc on pourra demander à l'ambassadeur du Congo à Washington de plier bagages et de rentrer. Donc, il sera obligé de recevoir ses lettres de créance. Il peut trouver des raisons, mais il finira par recevoir ses lettres de créance. Donc, il est au Congo.
Ça sera intéressant parce que maintenant il y a un ambassadeur, ça fait quand même longtemps, et ce monsieur est venu avec, à ce moment très important, avec quelque chose dans ses bagages. Il va dire clairement la politique des États-Unis une fois qu'il est officiellement accepté par le gouvernement congolais. Alors, Owanji est le seul qui a fait les commentaires, et il y a qui Carlos Musinga nous dit bonjour mon vieux Soki Bozalaki Atami Balé Naïebite Chapeau. Ah, merci, ça me va tout droit au cœur. Pierre Dinan a dit bonjour mon frère, bonjour. Et c'est ce qu'il dit, talk to us, honorific doctor in science politique. Oh non. Moi j'ai un petit bagage intellectuel. Je n'ai pas beaucoup de qualifications malheureusement. Alexis Salé Ngom dit analyse d'excellente qualité comme d'habitude. Merci beaucoup mon frère. Je sais que vous faites un grand travail. Moi ça fait longtemps. Vous ne savez pas, moi ça fait longtemps que je vous lis. Hein? Avant même que je commence à parler comme ça, je vous lisais. Franck Nkebadio, je vous ai pris en cours mon frère. Donc je vais encore écouter l'émission et même une box pour poser quelques questions. Merci à vous. Ouais, c'est bien. Mais surtout, partagez. Surtout. Comment iront dans la transition sans Kabila? L'AMPA ne va pas utiliser l'article 70 qui les maintient au pouvoir jusqu'à l'élection des nouveaux présidents. Bon, écoutez, c'est un problème excellemment politique pour le moment. Ce n'est plus un problème seulement juridique, c'est un problème excellemment politique. Il faut une solution politique. Hein? On va pas laisser le pays être dans... Mais personnellement, je crois qu'en parallèle, il y a quelque chose qui s'est fait. En parallèle. Il y a quelque chose qui s'est fait. Kabila, c'est quelqu'un qui a plusieurs cartes. Hein? Il peut être dans cette démarche numéro 1, mais il est très avancé dans la démarche numéro 2. Mais il vous parle seulement de la démarche numéro 1. C'est un stratège. Moi, personnellement, bon, ça peut vous choquer, mais en termes de stratégie, moi, je l'admire. Parce que quand je regarde certaines choses, je dis, waouh. Il ne s'agit pas seulement de dire, Kabila Azazo Bate, c'est faux. Azazo Bate. Beaucoup d'interlocuteurs au Bazar Solana et Kala, on avait trouvé en lui d'abord un monsieur qui a de l'écoute et qui avait l'essence aussi de to summarize, donc de résumer tout ce qu'on lui a dit. Il pouvait résumer ça et vous trouvez tous les éléments dedans. Donc, ce n'est pas quelqu'un des Oba, comme les gens disent. Non. C'est un stratège. C'est quelqu'un qui écoute profondément, hein, et qui observe, qui analyse et qui sait rouler les gens. Et c'est quelqu'un de froid. Hein. Malheureusement, dans d'autres domaines, il devrait avoir d'autres qualités, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà, l'essentiel, il n'y a pas de questions. Non, Serge Miguel Boukadi. Ah oui, toi tu as parlé de l'article. Pote Baouli, il faut le dire, Anglo-Congo, tout est clair, je n'ai rien à ajouter. Ah non, Pote, tu dois avoir toujours quelque chose à ajouter, s'il te plaît. Quelle est la position actuelle des pays voisins de la RDC par rapport à la situation actuelle Rwanda et Ouganda? Écoutez, ils ont certainement une position, mais ces pays-là sont des pays satellites, hein, qui n'échappent pas à l'influence des forces internationales, l'interaction des forces internationales. Et je pense que ces pays-là coopèrent, hein, même à contre-cœur, mais en essayant de voir comment ils peuvent préserver leurs intérêts, machin. Et je pourrais même ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, la compagnie belge qui raffine l'or en Ouganda. Cette compagnie, il faut considérer les intérêts, hein, et les alliances d'intérêts. La compagnie belge qui est en train de raffiner de l'or en Ouganda, cet or-là vient du Congo, hein, donc il y a un pillage extraordinaire. Un pillage. Pendant qu'on parlait de coltan, mais il y a un réseau où on a donc
pillé l'or à l'est de la République comme vous n'avez pas l'idée. Hein? C'est un réseau qui a des tentacules en Burundi, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya, jusque dans le Golfe Persique ici, vous avez l'Arabie Saoudite, Dubaï, quelqu'un m'a même parlé de Koweït, l'Inde. L'Inde, c'est une autre destination de l'or congolais, hein, parce que les Indiens, en tout cas ce que je sache, ce sont les grands consommateurs, si je peux dire comme ça, de l'or dans le monde. Il y a l'Inde, hein. Donc les gens se sont fait l'argent fou. Les derniers rapports de Saint-Tri, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on parle seulement des élections, mais ces rapports, c'est sûr, les tout derniers, il y a à peine 4-5 jours, non, il y a une semaine, c'est sur ces trafics d'or. Et ils sont en train de faire un grand travail, Saint-Tri Enough Project. Un grand travail sur les réseaux, hein, les réseaux d'affaires, parce que ce sont ces affaires-là qui sont en fait, donc c'est grâce à ces affaires que ce pouvoir se maintient aussi. C'est les piliers financiers, hein, du pouvoir en place. Ils ont publié un rapport, mais c'est extraordinaire, ils vont continuer à le faire, c'est extraordinaire, vous n'avez pas l'idée. Ils ont cité la compagnie belge en question. Et vous avez des compagnies, où c'est Dubaï, hein? Des gens qui ont des sociétés. Lui-même, leur chef, Kabila, était parti dernièrement à Dubaï, non? Vous vous souvenez? Souvenez-vous de la dame qui était à l'Allemagne, soi-disant, elle était si c'est consul, elle était branchée avec des Belges dans l'affaire de l'or, dans les Maniema, tout ça. Donc, on a pillé de l'or comme vous n'avez pas l'idée. Je vous ai dit, en 2011, j'ai été contacté par un expatrié, originaire, citoyen du pays où je vis. Il m'a appelé pour me dire que j'allais lui enseigner le lingala. J'ai dit, c'est pas possible. Dans ces pays ici, le lingala. Je suis allé, c'était un boss, ce monsieur-là. Quand je suis arrivé chez lui, mais il faut voir sa maison et puis il faut voir les domaines dans lesquels il vivait. Finalement, quand j'ai déjà dit cette histoire plus d'une fois, le monsieur, je lui ai dit, mais pourquoi tu as un intérêt sur les lingala? Il dit, non, parce que moi, je travaille dans la province orientale à Kibaki. Et il me dira, la plus grande réserve d'or d'Afrique se trouve là-bas. Et il me dira que c'est l'endroit en Afrique, je reprends ces mots, hein, c'est l'endroit en Afrique où les gens se feront plus d'argent que partout ailleurs. Déjà à l'époque, lui m'avait parlé qu'ils vont travailler. Il y a un ami qui m'a dit qu'il a vendu finalement sa compagnie à une compagnie sud-africaine parce qu'il travaillait avec des Sud-Africains. Il a vendu ses parts plutôt aux Sud-Africains. Et lui-même m'avait dit qu'il va se lancer dans l'agriculture. Alors, il m'avait dit que non. En réalité, ils vivent en Ouganda, mais ils viennent travailler au Congo. Donc, leur présence au Congo, c'est seulement pour l'exploitation d'or. Mais les week-ends, les vies, hein, les ambiances, tout, c'est en Ouganda. Il m'a dit, si chez nous, on avait bien construit, ça ferait rentrer encore beaucoup d'argent. Parce qu'autour de ça, il fallait qu'il y ait des très bons restaurants, machin, des hôtels, voilà. Donc, et je comprends pourquoi aujourd'hui on cite l'Ouganda. Hein? L'Ouganda s'est même permis d'avoir une raffinerie. Bon, c'est pas mauvais. Quand on vient vendre, on amène ça chez vous. Quelqu'un dit, bon, parce que c'est la main-d'œuvre moins chère en Ouganda. Au lieu que ça aille être raffiné quelque part, en Ouganda, certainement, on va payer quelques miettes aux Ougandais et puis ils font le travail. Mais ça vient d'où? Ça vient de la RDC. Ça devrait créer des emplois au Congo. Ça devrait créer des emplois au Congo. Donc, voilà à peu près ce que moi, je voulais dire. Alors, j'ai ici Chamala Betukumesu. Il dit, bonjour Anglo-Congo, j'adore beaucoup votre analyse et j'admire. N'adorez pas, admirez seulement. Mais l'image que donne l'opposition, quelle position de Mike Mkeba d'ailleurs, mon frère. Vous savez, c'est ça, les réseaux sociaux ont capturé notre attention.
Il suffit que quelqu'un devienne célèbre sur les réseaux sociaux. En fait, il commence à dicter, il a de l'influence sur votre attention. Est-ce que Mike Moukebaye, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un journaliste, est-ce que Mike Moukebaye, c'est vraiment un acteur politique important à RDC? Non. D'ailleurs, bon, l'homme César Olobaté. Mais tout ce que je peux dire, les Safou, les Mike Moukebaye, bon, c'est malheureux, mais ce sont des intellectuels, hein, il ne faut pas prendre des choses. Mais ce qu'ils font, c'est un peu, ils ont perdu l'indépendance, totalement. Même si les journalistes, comme l'a dit mon frère, je ne sais pas, Salé ou quelqu'un d'autre, un journaliste peut avoir une ligne politique, mais chez eux, c'est le militantisme et l'opportunisme. Ils sont payés pour ça. J'ai dit, je réponds encore, ils sont payés pour ça. J'étais à Kinshasa, je suis allé un peu incognito dans une conférence de presse d'un candidat l'année passée. J'ai vu tous ces gens-là venir là-bas. J'ai même un peu chatté avec Mike Moukebaye. Je ne veux pas citer mon nom parce qu'il ne me connaît pas. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui était... qui les a invités, hein, pour le compte de ces candidats-là. C'est un ami, je ne vais pas citer des noms, qui a invité tous ces journalistes-là qui sont venus. Je parlais aussi avec une dame qui est journaliste, hein, qu'on voit souvent à la télé, qui reçoit des acteurs politiques pour des débats. En privé, des choses qu'ils m'ont dit, j'ai dit waouh, 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 waouh. Mais nous sommes comprendre, on les appelle pauvreté à Namboka. Ils appellent pauvreté aux Anamboka. Si les journalistes pouvaient gagner sa vie, hein, bien être à mesure de s'occuper de lui-même et de sa famille, en tout cas, ça va un peu diminuer. Moi, mais je comprends que il faut ça la mort, vivre, parce que la situation est très difficile au Congo, hein, qu'on ne vous trompe pas. Certaines personnes que nous disons, ils sont en train de se prostituer intellectuellement, mais c'est parce qu'il y a un coût, il y a un coût. Hein? Il y a un coût de la vie. Il y a une image qui doit projeter. J'ai dit bien, j'ai eu des amis là en privé, parce qu'il y a ces articles, il y a 3 ou 4 ans, étaient publiés par Reuters, il n'était pas au courant, parce qu'il a droit, quand Reuters publie ton article, hein, il traduit en anglais. Alors, je lui dis, mais on publie tes articles. Alors, chaque fois, je prends ces articles, je lui renvoie, je dis, voilà ce que Reuters a publié hier, aujourd'hui, et ça pouvait lui permettre de comptabiliser pour savoir comment il va charger Reuters. On est devenus amis comme ça. Finalement, on s'est vu à Kinshasa. Et en privé, on a parlé. J'ai rencontré des journalistes, j'ai parlé avec eux en privé. Ils m'ont dit certaines choses sur les acteurs politiques. Mais vous n'avez pas l'idée. Je ne suis pas là pour venir dire ça ici, ça, ce n'est pas édifiant. Donc, pour moi, c'est une opinion. Il peut parler comme il veut. Mais il n'y a pas longtemps, il était en train de faire l'éloge. Hein, des gens qui il est en train de vilipender aujourd'hui. Mais Moukebaye est connu. Rentrez dans les articles de Moukebaye avant qu'il aille en prison. Je ne dis pas tout ce qu'il a dit que c'est faux, mais je constate que c'est quelqu'un. À l'époque, il était très proche de l'ancien Premier ministre. De l'ancien Premier ministre qui est maintenant, qui a changé de camp. Donc, voilà, c'est ça aussi la RDC. Il faut connaître ce qui se passe chez nous. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire la polémique. Ah, Safouadi, Mike Moukebaye, même entre eux, là, parfois, là, ils se mettent des bâtons dans les roues. Les Safou, les Mike Moukebaye s'entreaccusent sur des... Hein, ils le savent. Alors, je ne suis pas là pour ça. Et puis, bon, en politique, il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui est intouchable. Là, hein. Donc, les gens ont le droit de critiquer Félix, tout comme les gens ont aussi le droit de critiquer Moïse Katumbi, de critiquer je ne sais pas qui. C'est normal quand vous êtes un homme public,
bon, on va vous critiquer. Mais ce qui n'est pas bon, c'est verser dans les insultes. C'est parce qu'il n'y a pas un état de droit. Les journalistes en Occident, un journaliste est conscient que s'il dit des bêtises, on peut les traîner devant la justice et ça peut lui coûter très cher. Malheureusement, il y a encore des gens en Occident, hein, même des Congolais, qui disent Ayeka Boye, et visage découvert à Baniko Lobamaka. Mais ce Bavisco, Bam Mayo la justice pour diffamation. Tu n'auras pas de preuves. Il y a des gens qui profitent parce qu'il a une certaine audience, ils commencent à accuser les gens, machin, oh, il y a ça, les boss. Mais ce Bavi, bon, je dois dossier dans ma justice. Parce que si on a Congolais, tu as la culture ou en a. Mais pourquoi les gens racontent n'importe quoi? Donc, je crois que ces bien-aimés-là, qui sont journalistes ou bien... Parce qu'il faut distinguer journaliste ou bien acteur politique. Ça doit être très clair. Ça doit être très clair. Alors, je prends qui? Mimi Moubaï dit bonjour, je vous suis à partir du Canada. Merci beaucoup. Albert Toumbadi, au moment de votre intervention à Goma, il y a mort d'homme suite à l'intervention de la police dans une manifestation. Vous pouvez les vérifier. Voilà. Donc, c'est comme je disais, on assiste là à une sorte d'accélération de la violence contre les civils. C'est comme si un agenda d'accélérer vite l'extermination de nos frères et compatriotes des Goma, de cette contrée-là. Bon, je prends qui Albert m'a dit, le seul avantage est sa longue durée au pouvoir, mais n'oublie pas l'issue du pouvoir où elle mène, car Mobutu en est l'exemple de ce... Je vous dis merci. Non, ce n'est pas seulement la longue expérience au pouvoir, mais avant le pouvoir, avant qu'on les lui donne, certainement, on a tenu compte de certains éléments. Être président, c'est un job, c'est un travail. Hein? Donc, on a tenu compte de certains. Et puis, il y a un agenda. On a vu que son profil, hein, bon, par son profil, il pouvait faire quelque chose. Peut-être pas pour le Congo, mais il doit avoir servi certains intérêts. Walter Lembe dit arrêtez de vilipender l'opposition car vous n'avez pas le monopole de la vérité. Les Congos nous appartiennent tous. Vous avez un problème avec Mike Mukeba. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai le monopole de la vérité. Je n'ai pas dit ça. Et puis, je n'ai pas un problème personnel avec Mike Mukeba. Si quelqu'un ne m'avait pas posé la question dans mon direct ici, je ne parlerai pas de Mike Mukeba parce que le titre de mon émission ici, ce n'est pas Mike Mukeba. Hein, Walter? Donc, voilà. Ne pas avoir le monopole de la vérité. Et puis, je ne suis pas en train de les vilipender. C'est différent. Je ne suis pas en train de les vilipender. Même pas l'opposition. Mike Mukeba n'incarne pas l'opposition au Congo. Hein? Donc, quand on parle de Mike Mukeba, il ne s'agit pas de l'opposition. Si quelqu'un n'avait pas posé la question sur Mike Mukeba, en tout cas, je ne parlerai pas de lui. Pourquoi je parlerai de lui? Et ce jour-ci, il n'y a pas que moi qui parle de lui. Il a défrayé la chronique. Alors on parle de lui. Donc, très vite, passons, ne parlons pas. D'ailleurs, j'ai eu du mal à parler de lui. J'ai dit, moi, je ne m'attarde pas sur ça. Hein? Mais c'est parce que quelqu'un a posé la question. Plusieurs fois, des gens me posent des questions sur tel. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je regarde les faits, je fais l'analyse, c'est tout. Hein? Je ne suis pas d'accord que les gens versent dans l'insulte. Être opposant ne veut pas dire insulter les gens. Et ceci est vrai pour tout le monde. Ceci est vrai pour tout le monde. Ou bien dans des accusations gratuites, sans preuve. Dans l'état de droit, vous faites ça, vous devez être responsable devant la justice. On peut vous traduire à la justice pour répondre, pour prouver. Alors, Marcel et ça s'est dit, oui, vraiment, nous sommes fiers de toi, mon frère, merci, mais je fais un effort, malgré les éloges, que je sache que je peux commettre des erreurs, je suis un être humain, il y a des moments, je suis franc avec vous, je viens pour faire l'analyse, parfois j'ai
bon, qui congolais n'en comme pas si en moka, hein? Quand je ressens la douleur du pays, bon, je commence à parler comme un patriote au lieu de parler comme un analyste. Ça m'arrive aussi. Hein? Et je ne dis pas tous ceux qui disent ça, ils n'aiment pas les pays. Non. C'est aussi, comme on dit, out of pain. C'est à cause de la douleur. Parfois, bon, les gens se lâchent, ils commencent à dire n'importe quoi. Mais quand on regarde la raison, c'est pas parce qu'il n'aime pas telle autre personne, mais c'est la douleur. Quand vous regardez les images de Béni, ça vous fait mal. Allez, vous attaquez les gens. Mais là, quand on regarde au fond, c'est quoi? C'est la douleur. Alors, Walter même me dit, mais vous ne parlez que de Mike Mukeba, et lui ne parle pas de vous. Passez à autre chose, continuez à parler de Fachi. Non, moi je n'ai pas, c'est pas moi qui ai parlé de Mike Mukeba. Mon émission n'est pas sur lui, Walter. Il ne faut pas affirmer des choses. Vous n'êtes pas seul, les gens sont en train de nous écouter. Quelqu'un a posé la question sur Mike Mukeba. S'il n'avait pas posé la question, je ne parlerai pas de lui. Ça ne m'intéresse même pas. Et ce n'est pas la première fois, les gens qui sont ici me suivent, je ne parle pas de lui. Plusieurs fois, j'ai évité de parler de lui. Ce n'est pas intéressant. Qu'il dise ce qu'il dit, moi je trouve ça. D'ailleurs, je ne l'ai même pas suivi, pour dire la vérité. Moi, je n'ai pas suivi Mike Mukeba. Ce sont les gens qui m'ont raconté. Je n'ai pas le temps de suivre. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il fait la une dans un certain milieu, mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de gens qui parlent du Congo, qui s'insultent, celui-ci insulte l'autre, ce n'est pas intéressant. Alors, je crois que, bon, parler de Fachi, pourquoi? Si tu poses la question sur Fachi, je vais parler de Fachi. Si tu poses la question sur, je ne sais pas, Lambert Mende, et puis je vais parler de Fachi, j'ai une vidéo où j'avais parlé de Fachi, il y a de cela, je crois, 2 ans passés. À l'époque, je passais sur EDTV, je disais que dans l'avenir, il va jouer un rôle déterminant sur la scène politique. Donc, je ne vais pas seulement parler de lui ici, parce que ce n'est pas lui qui m'intéresse ici. Bon, ne vous insultez pas, s'il vous plaît. Je vois Walter Lembe et Marcel Sansemboui, vous commencez. Non, ici, vous avez le droit de critiquer, mais pas de suite, s'il vous plaît. Junior Tuter dit, je pense qu'à ce jour, Félix est en train de livrer une bataille décisive pour son leadership politique, mais il est entouré par des passionnés qui, malheureusement, ne sont pas mûrs et n'ont pas de retenue. C'est un point de vue. Je partage en partie ce que tu dis, mais il n'est pas le seul qui livre cette bataille décisive pour son leadership. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs politiques dans l'opposition, mais c'est vrai, Félix a l'avantage d'être à la tête du plus grand parti politique d'opposition de la RDC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et sur base de ça, en 2016, j'avais dit que c'est à son avantage. C'est à son avantage. Bon, autour de lui, bon, passionné, je ne sais pas, ça peut être vrai, mais pas tout le monde est passionné autour de lui. Mais il y en a certainement. Il y en a certainement. Et quand on voit la réaction parfois des gens qui, entre guillemets, sont dans son entourage, on se pose la question parfois, mais pourquoi pour répondre de cette manière-là? Il faut de la retenue, comme tu l'as dit. Mais on a aussi un problème de communication au niveau de la classe politique au Congo. C'est comme si polémique en musique, voilà, NDP, voilà, ça fait partie de notre culture. On prend les choses comme ça. Donc voilà, je suis d'accord avec toi sur une partie de ton opinion, Junior. Les gens doivent faire très attention à ce qu'ils disent, parce que ça sert à quoi? On attaque votre leader, on les critique, c'est normal. Et puis, bon, tu verses dans une réaction aussi, je ne sais pas, non mesurée. Demain, ce même leader-là est avec les leaders de ceux qui avaient attaqué votre leader. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On a vu la réaction de Félix sur la marche. C'est pratiquement à l'opposé de ce que certains je ne sais pas appeler des partisans de l'UDPS pouvaient dire. Mais
écoutez, les partisans sont des partisans. Moi, je parle des cadres. Comme tu l'as dit dans l'entourage, là, ils doivent faire un effort. Ils doivent absolument faire preuve de retenue. Hein, pour ne pas dire n'importe quoi. Et cela est vrai pour tout le monde. Cela est vrai pour tout le monde. C'est de part et d'autre. Hein. De part et d'autre. Donc, comme on dit, les Sankara, les phénomènes Sankara d'Inkuta ne se limitent pas seulement dans... il faut avoir des communicateurs, mais il ne faut pas avoir des gens qui viennent, qui versent dans l'insulte. Même si on vous a insulté, bah, restez digne, réagissez, et puis la vie continue. Alors, qui d'autre? Carlos dit, ça c'est Carlos Moussing Albino, il dit, viens Anglo, attention, il y a des infiltrés qui cherchent des polémiques. Ok, c'est pas un problème. Je suis avisé, hein, bon, c'est pas un problème, ce sont des compatriotes, c'est normal, c'est un phénomène que nous devons tous combattre, mais ça prendra du temps. Hein, ça prendra du temps. Monsieur Thilo Boidi, Anglo-Congo, j'étais pris de rester sur l'analyse, éviter de répondre aux commentaires des gens qui veulent faire la polémique à la Wenge. Bon, s'ils interviennent sur mon direct, là, rapidement, je dois rectifier la chose, mais on ne s'attarde pas sur ça. Alors, on continue. Merci pour les conseils, vous deux. Philippe Concession dit, mais Anglo-Congo, personne ne peut interdire de parler de Mike Mukebai, parce que lui-même, Mukebai, parle sur des personnes autres que sa femme et ses enfants. Ok, merci beaucoup. Ilunga Moulumba, lui, il dit, bonjour Anglo-Congo, peut-on considérer que nos voisins de l'Est n'ont pas atteint leur objectif dans notre pays, alors que leur pion, alias Kabila, est hors jeu dans la concurrence électorale? Bon, écoutez, là-dedans, il y a à boire et à manger. Les Congolais pensent qu'il y a une alliance entre certains pays voisins de la RDC à l'est de la RDC. Hein, ils ont un agenda. Oui, il y a eu un agenda, mais ils ne sont pas d'accord sur toute la ligne. J'imagine que tu parles de l'Ouganda et du Rwanda. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir la rivalité qui existe, elle est réelle, hein, entre Museveni et Kagame. Même si par moment, voisinage oblige, hein, ils doivent faire la paix. Ces deux pays ont contribué à la chute de Mobutu. Ils ne sont pas les seuls, il y a eu l'Angola, il y a eu d'autres pays, même la Tanzanie. Hein. Alors, ils étaient en avant-plan, mais à un moment donné, à cause des intérêts qu'ils ont trouvés au Congo, et surtout à cause de l'intérêt géopolitique de la RDC, ils se sont tirés dessus. Museveni n'a jamais digéré que Kagame ait eu plus d'influence sur les dossiers de la RDC que lui. Parce que Museveni, c'est lui qui était le patron de Kagame. C'est lui, la rébellion contre Abiyarimana est partie de l'Ouganda avec le soutien de l'armée ougandaise. Alors, cette situation a toujours fait qu'il arrive des fois, Museveni, à mettre des bâtons dans les roues de Kagame. Les exemples sont les gens, ils se sont battus, parfois ils ont des querelles, parfois ils s'entendent. Hein, et c'est encore quoi? Quand Kagame a organisé un sommet, alors qu'il était devenu, il venait à peine de prendre la direction de l'Union africaine, Museveni qui est à côté, il pouvait venir par véhicule, il n'est pas venu. Il a boudé. C'est après le sommet que Kagame est allé le voir pour qu'il parle de problèmes qu'ils avaient. Les Rwandais avaient envoyé des espions en Ouganda et que Museveni avait identifié qu'on avait arrêté et torturé. À ce jour, je peux vous dire, mon frère, que
Chacun de ces deux pays a son agenda sur la RDC. Mais ils ne sont pas forcément ensemble. Je ne dis pas que ça peut devenir le cas, mais pour l'instant, non. Chacun de ces deux pays a son agenda sur la RDC. Tout comme l'Angola, tout comme des pays lointains comme l'Afrique du Sud. Alors, je l'ai dit l'autre fois, nous avons échappé à la balkanisation. Du moins, balkanisation territoriale, ça, nous avons échappé. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'intérieur du Congo qui pourrait, peut-être des années plus tard, conduire à une balkanisation. Mais nous avons un problème à l'intérieur du Congo où le pouvoir de Kinshasa est en train de favoriser une communauté pour décimer une autre. Voilà les problèmes que nous avons. Nos frères Nandé, nos frères Nyanga qu'on est en train de tuer là-bas, hein, on est en train, c'est un agenda, ce n'est pas un hasard. Alors, qui trouve intérêt dans cela? Certainement le Rwanda. Comment comprendrez-vous un homme comme, il est Nandé, comment? Nyamwisi, à Béni, c'est chez lui. Nyamwisi a de bonnes relations avec Museveni. Vous ne comprenez pas que c'est parce que l'Ouganda peut empêcher, peut jouer quelque part contre le Rwanda, hein, dans les dossiers de Béni. Non pas parce que l'Ouganda aime la RDC, non. Mais l'Ouganda est tout simplement jaloux que le Rwanda, hein, puisse quelque part être celui qui est le pouvoir de Kinshasa. Donc, c'est des rivalités pareilles qu'il faut essayer de comprendre. Et par rapport à ces rivalités, moi je dis, il est stratégique que les opposants sachent comment se positionner. C'est ça ou c'est aussi ça la politique. L'ennemi de ton ennemi devient carrément ton ami. En tout cas, il faut que tu crées une amitié avec lui. Donc, voilà comment je peux répondre, mais il n'y a pas, bon, évidemment, les gens continuent à utiliser ça. Je ne dis pas que le schéma n'a pas existé, le schéma a existé, mais il y a la raison de la balkanisation de la RDC, ce n'est pas seulement l'appétit, hein, de l'Ouganda et du Rwanda, non. Il y a aussi le problème de la taille de la RDC. Hein. N'oubliez pas, aux yeux des Occidentaux, il y a encore un résidu de l'histoire. C'est eux qui sont les fondateurs de l'État congolais. C'est un héritage colonial. Nos ancêtres ne vivaient pas au Congo. Ils vivaient pas, enfin, je veux dire, ils ne vivaient pas dans un État appelé Congo, non. Ils vivaient dans leurs empires, dans leurs royaumes. Pour certains, s'étendaient, hein, au-delà des limites du Congo actuel. Donc, aux yeux des Occidentaux, le Congo, c'est leur produit. Quand je dis produit, c'est eux qui ont décidé que la limite soit ici, ici on fait comme ça, en fonction de leurs intérêts. Ces pays-là continuent à jouer un rôle sur le plan international concernant les États africains. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on parle du précaré français, c'est-à-dire la zone d'influence de la France. Alors, il y a eu l'émergence des autres puissances qui n'ont pas colonisé. Par exemple, la Chine, par exemple, le Brésil, par exemple, l'Iran, par exemple, l'URSS, enfin, la Russie, par exemple, les États-Unis n'ont pas colonisé. L'émergence de ces puissances, et parce qu'ils ont aussi besoin de matières premières et pour des raisons aussi géopolitiques, fait que ces pays s'intéressent maintenant aux États qui sont dans les zones d'influence des pays colonisateurs. Et ça change les jeux. Ça change les jeux. Donc, il y a un peu tout ça. Alors,
je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il faut une émission spéciale sur la géopolitique des Grands Lacs, pour bien percevoir les choses des Grands Lacs. Et beaucoup de choses. Je disais donc la taille de la RDC, mais aussi le fait qu'il n'y a pas un réseau routier en RDC, pour dire vrai, les moyens de communication. Ce qui fait que les gens qui sont à Boussinga, avec des gens qui sont à Moueka, ils sont comme des gens qui vivent tous pour les gens de Boussinga, les gens de Moueka sont comme dans un pays étranger. Les gens de Luozi et ceux qui sont à Sakanya, c'est comme des gens qui vivent dans des pays étrangers. Cela existe ailleurs, mais chez nous, il n'y a même pas moyen qu'ils se rencontrent. C'est hors portée des moyens financiers de ces populations. Le Congo est un bien économique pour les investisseurs. Alors, s'il n'y a pas de route, les gens qui pouvaient faire des business et gagner beaucoup d'argent, ils se disent, bon, écoutez, autant casser, que ce soit des morceaux, où on peut facilement construire des routes qui ne sont pas, par exemple, de 2000 km. Quand vous allez au Rwanda, si vous avez, je ne sais pas, mais je crois qu'au Rwanda, une route de 200 km, c'est une longue route. En Belgique, par exemple, une route de 300 km, c'est une longue route. Alors donc, économiquement, ça bloque le pays parce qu'il n'y a pas de route. Les Belges avaient laissé un réseau routier. Finalement, avec le temps, les dirigeants qui sont venus, ils n'ont pas entretenu ça, sinon ils n'ont même pas construit de nouvelles routes. Ça fait que c'est un manque à gagner. Les gens veulent faire de l'argent là-dedans. Au Congo, pas seulement des Congolais, les étrangers aussi. Il y a des sites là au Congo, s'il y avait des routes, mais les gens iraient en tourisme. Voilà l'une des raisons. Parce que l'affaire de la balkanisation ça ne commence pas avec les Rwandais, c'est faux. C'est une affaire qui avait commencé déjà avant. Après l'indépendance, par exemple, les Belges, la sécession, c'est quoi? La sécession du Katanga à l'issue du Kasaï. C'est ça, non? Ok, je prends Roger Massamba, il dit Papa Anglo Congo live d'hier soir, vous avez dit que Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections présidentielles, ni par la machine à voter, ni par l'impression des bulletins de vote à papier. Et qu'allons-nous faire pour cette grande, tu voulais dire énigme, je crois, dans notre pays? Tu m'as pris en cours, Roger. Donc, c'est ça le titre de l'émission après le 23 décembre 2018. 3 points d'interrogation. Donc, il faut seulement commencer l'émission au début. Nous sommes pratiquement déjà à la fin et je commence à sentir un peu la fatigue. Quand la fatigue vient, ça affecte un peu l'analyse en soi aussi. Marianne Massamba, ne t'en fais pas avec les commentaires inutiles. Merci beaucoup, maman. Mais même quand nous réagissons, soyons respectueux pour ne pas blesser les autres. Merci beaucoup. Moi, je comprends le frère qui défendait Marc Keba, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas voulu seulement qu'il dise ce que je n'ai pas dit. Voilà. Bien, il est libre. Il y a qui d'autre? Mais c'est tout est grâce dit. Non, ça doit être maman. Hein. Bon, c'est difficile. Les noms tels que tout est grâce. Je ne saurais pas si c'est une maman, mais j'ai dit tout ça. Je vois la photo, c'est une maman. Il dit, je suis tout à fait d'accord avec M. Thilo Boyesu. Et puis, Roger Massamba, qui me salue encore, Roger. Il y a qui là? El Kouri Kingoudi dit, les échanges actuels entre les proches et non pas les moindres de certains leaders ne risquent-ils pas de sonner les glas de la candidature commune incluant l'UDPS? Est-ce que la marche d'hier ne risque-t-il pas de rendre les fossés profonds? Quelle doit être l'attitude de Fachi dans cette période importante de son leadership? D'abord, je ne suis pas conseiller de Fachi. Hein? Je ne viens pas ici. Allez sur la liste des membres de son cabinet, vous ne verrez pas un nom anglo-congo. Même mon vrai nom n'est pas là-bas. Bon.
Si on parle de Fachi, c'est parce qu'il est à la une. Bon, mais vous posez une question. Oui et non. Quand je dis oui et non, c'est-à-dire la guerre des communications qu'on voit entre les partisans de l'IDPS, de l'ensemble, dans les MLC dans une certaine mesure, mais on doit dire la vérité, les MLC n'est pas très impliqué dans cela, même si par moment il y a des attaques. Alors, cette guerre, moi je crois qu'elle ne reflète que la divergence, j'insiste sur le mot, qui existe entre les deux leaders, mais qui continue à se fréquenter. Hein? Qui continue. Bon, pour être franc avec vous, parce que moi je suis à la recherche des informations. J'ai l'information qu'ils se sont rencontrés hier, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Ils se sont rencontrés hier. Ça, c'est d'après ma source. Et certainement, quand je regarde les Twitter des uns des autres, c'est l'apaisement, je me dis, ça doit être la conséquence de cette rencontre. Voilà. Donc, il y a cette volonté, c'est comme dans un ménage, bon, je donne l'exemple de ménage, mais c'est différent, comme dans toute amitié, comme dans toute alliance, il y a des moments, les gens s'ébrouillent, et si nous sommes en politique, ce sont les ambitions. C'est tout à fait normal, mais apparemment, l'air est à l'apaisement. Donc là, c'est un scoop parce que vous avez posé cette question-là. Je ne sais même pas si ma source va encore me donner la suite parce que je ne connais pas l'objet de la rencontre, mais maintenant que j'ai dit ça, peut-être que ma source ne va plus aller dans les fonds. Bon, écoutez, Albert Toubadi, vous n'avez pas commenté ma première intervention concernant votre point de vue selon lequel Kabila était un stratège, on parlera inbox. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup observé le personnage Kabila. Écoutez, on ne peut pas faire 17 ans au pouvoir et puis on est bête. Non. Vous savez, quand on voulait se débarrasser non, on s'était déjà débarrassé de Kadhafi, il y a quelqu'un qui a dit Kadhafi c'était un bouffon, et puis l'acteur politique français a dit non. Quelqu'un qui était à la tête de ce qui a fait un coup d'État, qui a imposé une idéologie, qui a construit ce pays-là, vous dites que c'est un bouffon. Là, vous regardez seulement quand il vient avec des tentes, il a des gardes de corps femmes, et quand il fait des discours fleuves. Mais ça, c'est le folklore. Mais regardez ce qu'il a fait de la Libye. Vous allez vous rendre compte que il n'est pas bête. Kabila n'est pas bête, Joseph Kabila. Au-delà de tout ce qui est... Il faut bien voir les choses au fond, il n'est pas bête. On ne va pas choisir quelqu'un comme lui, bon, par hasard. Il y a eu des gens qui l'ont choisi sur base de certains critères. Mais quand vous voulez une boxe, on pourra en parler. Et c'est une erreur de prendre un adversaire politique comme maître. Non, c'est une erreur. Il n'avait peut-être pas l'expérience, mais il a gardé le pouvoir. C'est malheureux que ça n'a pas profité au pays comme il se devait. Il a eu tout le monde, tous ceux qui s'opposaient à lui par les armes. Bien sûr, avec l'aide des Américains, mais les Américains, là, il faut les convaincre, les Occidentaux, là. Hein? Il faut les convaincre, et de plusieurs manières. Donc, ça serait une erreur de stratégie de commencer par dire, bon, il n'est pas... Mais une boxe, comme tu as dit. Merci. Alors, chers amis, merci beaucoup. Je termine toujours en disant, nous devons prier pour ceux qui croient que Dieu est aussi un Dieu des nations. Prions pour notre pays et moi, ça m'encourage, ce que je vois. Au-delà des tueries que nous regrettons et nous sommes touchés, des gens qui meurent à Goma, des gens qui meurent partout, il y a des foyers de tension, en Ituri, dans les Kasaï, eh ben, ce sont des êtres humains, surtout nos compatriotes, ça nous fait mal. Mais, entre-temps, je peux dire que nous allons, les choses sont en train de changer. Et espérons que le dénouement sera heureux pour le peuple congolais. Voilà. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, ben, il va certainement nous donner des bons leaders dans l'avenir. Espérons tout cela.
Alors, je vois un dernier commentaire. Donc, c'est une salutation. Merci, merci beaucoup, Aimé. Donc, à la prochaine. Bon week-end chez vous. Soyez prudents pendant que vous êtes en train de rouler. Pendant les week-ends, il y a des gens qui boivent de l'alcool. Il faut être prudent. Si vous avez votre femme qui n'a pas bu, laissez-lui le volant pour ne pas causer des problèmes d'accident. Voilà. Et demain, c'est dimanche. Allez à l'église, louez le Seigneur, adorez-les, priez pour la RDC. Aksanti sana. Tutaonana siku ingine. Mungu abariki sana. Bye.